Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le all-in-one des directions financières. Laura Pallier, CEO et cofondatrice de Regat. Il y a le pitch de dire, moi je veux faire un cockpit financier qui regroupe tout. Et puis après, il y a la réalisation qui est qu'en fait, de façon pragmatique, on est obligé d'ajouter une brique par brique et puis d'arriver à quelque chose qui fait du sens. Nous, on a choisi d'aborder par un angle quand même, qui est l'angle de la facture fournisseur, de l'automatisation, tout ce qui est précomptabilité, les circuits d'approbation et le paiement. Parce que finalement, sur le marché, c'était ce qui existait le moins. Il n'y en avait pas beaucoup quand on a commencé sur ce créneau-là. Et on a vite... En fait, le point, c'était de ne pas rester longtemps là-dessus. Pour pas être ciblé que comme un outil qui faisait ça. Et de rajouter progressivement les briques. Un épisode qui va réjouir plus d'un CFO car nous parlons du fameux CFO Stack avec mon invitée Laura. Elle revient sur les problématiques des directions financières face à la multiplication des solutions en compta tech développées pour permettre de gérer différents cas d'usage, de la réconciliation à la gestion des dépenses ou encore celle de la trésorerie, du traitement des factures à l'intégration des logiciels de comptabilité. La start-up vise à devenir le cockpit du CFO et résoudre tous ces pain points en un seul outil. Nous revenons sur la manière dont Regat a été lancé, ces solutions rapidement déployées pour servir les comptables d'une part et les CFO de l'autre. Nous parlons aussi de sa distribution, sa stratégie de go-to-market, de ses investisseurs, notamment Valar Ventures, rentrés au dernier tour de financement, et de l'entretien plutôt sur le grill auquel les fondateurs se sont prêtés. Nous terminons par l'internationalisation en Espagne et les perspectives d'avenir, notamment au sujet du volet du financement. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Laura. Bonjour. Hyper heureuse que tu viennes parler sur FinScale. Ça faisait un petit temps que j'avais dans un coin de ma tête que je voulais avoir Regat comme invité. Donc merci de représenter Regat aujourd'hui. Avec plaisir, très honorée d'être invitée. Alors j'aimerais, avant que tu te présentes et que tu nous expliques un petit peu comment tu as fait pour passer de KPMG à cofondatrice d'une boîte en compta tech. Oui. Alors, attends, je vais t'expliquer ça. En fait, ça s'est fait assez naturellement. Donc j'ai fait un stage chez KPMG en sortant d'école et ensuite j'ai fait toute ma carrière pendant 7 ans. J'ai fait de l'audit et du conseil. Et un peu par hasard, il y avait de la lumière et je suis rentrée. Je discute avec une amie qui me dit qu'il y a une start-up qui cherche une DAF ou un DAF. Et je me dis, mais en fait, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse parce que j'avais un peu peur de me jeter dans le grand bain, d'aller en entreprise et de faire quelque chose de très répétitif et de m'ennuyer. Et je me suis dit, une start-up, ça bouge tout le temps, donc a priori, je ne devrais pas m'ennuyer. Et puis, j'avais assez raison, en fait. Donc, j'y suis allée, j'ai passé 5 ans en tant que DAF de start-up chez Mailjet. C'est une société qui fait de l'emailing, une plateforme SaaS. Et la société a grossi à l'international. J'ai créé from scratch l'équipe finance. Donc, on a recruté des comptables, l'ADV, un contrôleur. Enfin bref, on a mis en place tout ce qu'il fallait avec bien évidemment toute la stack outils qui est nécessaire pour faire grossir une société comme celle-ci. Et puis, on a revendu un concurrent américain qui était Melgun, qui était backupé par un fonds de private equity qui est Thoma Bravo, donc très gros fonds private equity américain. Ouais. Et puis mon travail en tant que DAF forcément perdait un peu de sa substance puisqu'il y avait un DAF group, je faisais plus les boards, j'étais plus au contact des investisseurs, ils voulaient du reporting. Ouais. Donc voilà, plus très intéressant pour moi. Et donc je suis partie à la recherche d'un nouveau travail de directrice financière dans une autre start-up. Et puis, quelle année ça ? Ça, c'était en 2019. Ouais. Et donc, de fil en aiguille, je cherche. Et puis là, le CEO qui m'avait recruté chez Mailjet vient me voir et me dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire dans la compta tech, là, parce que j'ai un expert comptable, je lui envoie mes factures par mail, je ne sais pas si ça traité, pas traité, j'ai pas de reporting, je vois rien. Voilà, et puis j'ai pas d'outils pour m'aider au quotidien, donc voilà. Et là, on se dit, il y a clairement quelque chose à faire. Donc, on réfléchit ensemble. Et puis, moi, j'avais... Donc, avec le CEO de cette boîte. Voilà, Alexis Renard, qui est aujourd'hui mon cofondateur de Regat. Et donc, du coup, on réfléchit ensemble. Moi, j'avais un prisme très entreprise, pas expert comptable, parce que c'était mon expérience de directrice financière. Et puis aussi, même en tant que conseil, c'était plutôt dans des sociétés d'une certaine taille. Et là, on s'est dit, il y a sûrement quelque chose à faire, parce qu'en fait, quand même, c'est assez pénible quand t'es DAF d'avoir 15 outils pour gérer ta stack outils, et surtout qui ne s'intègrent pas les uns avec les autres, qui ne communiquent pas, qui ne sont pas branchés avec le chef de compta. Et donc, on s'est dit, oui, on va peut-être commencer par là. Et puis finalement, cet outil pourra aussi servir aux experts comptables pour collaborer avec leurs clients.
Et donc, on a lancé Regat début 2020. Ouais. Ça fait 3 ans maintenant. Bravo. Alors, tu vas nous remettre dans les petits souliers d'un DAF pour qu'on ait une idée du CFO Stack. En fait, alors moi, j'ai la vision CFO beaucoup du côté bancaire, donc qui est encore très différente de celle d'une PME. Ouais. J'ai traité Bits and Parts dans mon podcast sur les sujets de trésor, réconciliation, sur les sujets de gestion de la trésorerie, des liquidités, etc. Mais j'aurais aimé que tu nous fasses un petit overview, on va dire un cockpit, comme si on était dans le cockpit du directeur financier, pour avoir une idée des principaux points qu'il doit résoudre, enfin je veux dire de sa fiche, de sa mission si tu veux, mais derrière les outils qui sont souvent mis à disposition, voilà, pour qu'on se rende compte un petit peu de la problématique quotidienne de ces directeurs ou directrices financières. D'accord. Alors du coup, je suis une directrice financière dans une PME et bien évidemment, je vais avoir un outil comptable, un logiciel de comptabilité, X ou Y, peu importe. À ceci va s'ajouter, il va falloir que je gère toutes les notes de frais dans la société. Donc la petite boîte à chaussures avec les justifs, le fichier Excel et tout, c'est bien gentil, mais un outil avec des circuits d'approbation, c'est quand même sympa. En plus de ça, va falloir que j'émette des factures clients. Donc il va falloir que j'ai un outil de facturation. Et puis ces factures clients ne vont pas se recouvrer toutes seules. Donc ça peut être sympa aussi d'avoir un outil qui permet de faire les relances. À côté de ça, c'est quand même important de gérer ma trésorerie parce que c'est quand même le nerf de la guerre de s'assurer d'avoir suffisamment de cash, de pouvoir gérer tout ça. Donc du reporting bien évidemment sur l'existant, mais également dans le futur. Et puis mes flux bancaires, toujours pour pouvoir maîtriser ma trésorerie et s'assurer que tout se passe bien, va falloir aussi que je les mappe avec toutes mes entrées-sorties, que je les justifie. Donc c'est ce qu'on appelle la réconciliation bancaire ou le rapprochement bancaire. Donc c'est bien d'avoir un outil pour faire ça aussi parce que à la main, c'est quand même fastidieux pour un comptable d'aller sur chacune des transactions, s'assurer qu'il y a bien le bon justif et passer la bonne écriture. Après, on peut rajouter à ça la problématique des cartes bancaires. Voilà, on va pouvoir rajouter quoi d'autre, le timing, comment je vais réussir à faire mes clôtures rapidement et puis aussi comment j'arrive à récupérer les approbations des opérationnels pour pouvoir payer mes factures. Ouais. Donc voilà, je viens d'en énumérer un certain nombre. Il faut savoir que sur chacune de ces problématiques, ce qui se passe... Il y a des solutions qui existent. Voilà, il y a des solutions qui existent. Mais donc du coup, une PME va se retrouver avec un outil pour chacune de ces problématiques. Je ne sais pas, je n'ai pas compté combien j'ai cité de problématiques. Je pense 5 ou 6, même peut-être 8 ou 10. Ouais, je pense qu'on se rapproche de la dizaine. Voilà, c'est un outil pour chacune de ces problématiques. Ouais. Et donc, c'est super, à chaque fois on se dit j'avance dans la bonne direction, je m'outille et c'est génial, je traite mon pain point. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, une fois qu'on s'est équipé sur tous les outils, sur toutes les thématiques, tu te retrouves avec plein d'outils. Mais alors il ne matche pas avec celui-ci. Et est-ce que les données, c'est les mêmes que dans ma compta ? Et mais en fait, ça ne pousse pas automatiquement les éléments. Ça ne matche pas non plus avec ma compta. Et puis ici aussi, il faut qu'on lettre les créances clients parce que je ne vais pas relancer un client de façon indue. Mais comme ce n'est pas branché avec mon logiciel de compta, il faut aussi que j'aille le lettrer dans ma comptabilité. Donc je vais faire les tâches en double, etc., etc. Et en fait, c'est ce que tu vivais au quotidien ? Ouais, c'est ce que je vivais au quotidien. Alors, on s'en accommode plus ou moins parce qu'il y a un moment où on doit faire aussi avec l'état de l'art. C'est-à-dire qu'il y a certains outils sur le marché, on fait avec ce qui est disponible. Mais forcément, ça crée certaines frustrations. Ça crée aussi des problématiques de fiabilité de la donnée. Avec Regat, c'est un peu ce qu'on a attaqué. On s'est dit, mais c'est complètement insensé pour une PME. Puis en plus, accessoirement, multiplier les outils, ça a un coût quand même. Oui, tout à fait. C'est insensé pour une PME qui n'est pas non plus une multinationale de se retrouver avec des outils différents dans sa stack pour pouvoir gérer tout ça. Donc voilà, on a créé Regat, on a dit, les besoins d'une PME, ils sont relativement simples. Il n'y a pas forcément toujours besoin d'aller dans une profondeur excessive en termes de fonctionnalité. Et il y a besoin d'avoir un outil qui soit bien intégré avec le logiciel de comptabilité. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a travaillé avec un outil simple d'utilisation qui permet de gérer toutes les thématiques. J'ai déjà reçu plein de fintech qui décrivent tous les pain points que tu viens d'énumérer. Et la raison pour laquelle beaucoup d'entre elles commencent par un pain point, c'est pouvoir le faire à fond et ensuite étendre les services sur d'autres pain points que tu as décrits. Le risque que je vois, et à toi de me contrer, c'est qu'en voulant tout faire, tu fais moyennement. Ouais. Donc pourquoi vous avez choisi de tout faire dès le départ et comment vous avez monté toute votre affaire ? Parce que tous les pain points que tu décris, si tu rentres dans les détails, c'est d'une complexité absolue en fait. C'est sûr. Écoute, en fait, cette discussion, je l'ai eue... J'imagine. Désolée de revenir dessus. Chercher des fonds et tout. Non, mais en fait, c'est une question légitime. Par où commencer ? Déjà,
on n'est pas arrivé en ayant un outil 360 dès le début. J'imagine. Il y a le pitch de dire, moi, je veux faire un cockpit financier qui regroupe tout. Et puis après, il y a la réalisation qui est qu'en fait, de façon pragmatique, on est obligé d'ajouter une brique par brique et puis d'arriver à quelque chose qui fait du sens. Nous, on a choisi d'aborder par un angle quand même, qui est l'angle de la facture fournisseur, de l'automatisation, tout ce qui est précomptabilité, les circuits d'approbation et le paiement. Parce que finalement, sur le marché, c'était ce qui existait le moins. Il n'y en avait pas beaucoup quand on a commencé sur ce créneau-là. Et on a vite... En fait, le point, c'était de ne pas rester longtemps là-dessus, pour ne pas être ciblé que comme un outil qui faisait ça, et de rajouter progressivement les briques. Mais c'est vrai que quand on a cherché à lever des fonds, les fonds nous ont dit, mais attendez, vous ne pouvez pas tout faire, les amis, parce que ça ne va pas le faire. Et nous, on a commencé à leur dire, mais ok, d'accord, mais il y a un moment, c'est un vrai pain point d'avoir plusieurs outils comme ça. Ouais. Et donc, il y a vraiment un sens à tout regrouper. Et surtout, une PME, elle a besoin de s'équiper pour avoir des process qui soient simples, clairs, avec une traçabilité et gagner du temps. Elle n'a pas toujours besoin d'une profondeur fonctionnelle ultra complexe. Je prends un exemple, la note de frais, pour ne pas citer un de nos concurrents, qui font très bien ça d'ailleurs, Expensia. C'est super comme outil. Ça fait plein de choses. On peut paramétrer des règles pour piloter toutes les notes de frais dans tous les sens, et alors pas tel jour, et alors pas tel endroit, etc. Sauf qu'en fait, quand tu commences à discuter avec les PME qui l'ont mis en place, elles utilisent 60% des fonctionnalités de l'outil, parce qu'elles n'ont pas besoin d'autant de complexité. Elles veulent avoir des process de la traçabilité et de l'automatisation, et ça s'arrête là. Et elles n'ont pas une armada de personnes qui vont paramétrer tous les petits détails de toutes les choses et tout. Et donc en fait, c'est quoi le lesson learned de ça ? C'est que nous, on est vraiment sur de la PME, bien évidemment sur de la grosse entreprise, peut-être qu'il y a besoin de plus de complexité. C'est ça, j'allais dire, en fait, à partir du moment où plus tu vas monter vers la PME, vers les ETI, et plus tu vas avoir de complexité comptable, etc. Et puis il y aura besoin de profondeur fonctionnelle. Mais nous, c'est pas notre cible. Et en fait, on s'est dit, il n'y a pas besoin d'aller faire en gros, il n'y a pas besoin d'un bazooka pour tuer une mouche. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc on fait ce qu'il faut pour pouvoir traiter le besoin, et on rajoute un autre module à côté. Donc oui, bien évidemment, si on a un besoin très complexe sur une fonctionnalité, c'est peut-être pas par nous qu'il va falloir passer. Bien qu'on est quand même très très fort sur la partie fournisseur, puisqu'on a commencé par là, et donc on a quand même pas mal de maturité sur le sujet. Mais voilà, mais si on a un besoin un peu général d'homogénéisation des process, de mise sous contrôle, de pilotage, on est le bon outil en fait. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, la start-up a 3 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à ce jour la proposition de valeur ? Donc je pense que tu étais déjà bien rentré dans le détail, mais votre présence, vos investisseurs, et puis l'équipe, le nombre de personnes qui travaillent chez vous, etc. Alors, l'outil, j'en ai déjà pas mal parlé, effectivement. Ce que je n'ai pas mentionné, en revanche, c'est qu'on avait un peu deux façons d'attaquer le marché. Effectivement, on a l'outil tel que je l'ai décrit, qui permet de gérer ses notes de frais, ses factures fournisseurs, ses factures clients, de faire des paiements, de faire du cash forecast, pilotage de coûts. Et ça, on le vend directement aux PME. Puis après, on collabore également avec les experts comptables, donc plutôt sur des typologies de sociétés plus petites, on va dire, et avec un paramétrage beaucoup plus simple. Et là, la proposition de valeur, c'est vraiment aider le client de l'expert comptable au quotidien à traiter toutes ces tâches administratives, et que l'expert comptable puisse récupérer tout le flux en automatique pour pouvoir automatiser le traitement du dossier et collaborer facilement avec son client. Donc la proposition de valeur est légèrement différente, mais derrière c'est le même moteur, c'est le même outil en fait. D'accord. Et donc nous, concrètement, aujourd'hui, pour adresser ces deux marchés, c'est un enjeu parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes besoins, même si c'est le même moteur. On est aujourd'hui 150 dans la société. D'accord. Donc ça fait beaucoup de monde, effectivement. On est déjà une boîte assez internationalisée, parce qu'on a des équipes en France, mais également dans d'autres pays. Et là, on attaque un deuxième marché. On vient de se lancer sur la partie espagnole. Donc, on a commencé déjà à recruter toute l'équipe. Et le grand bain, d'un point de vue commercial, c'est à partir de septembre qu'on va commencer à communiquer en Espagne, à commercialiser le tout. Et notamment, on va arriver sur le marché avec un joli partenariat. Top. Tu peux pas encore en parler ? Écoute, oui, si je peux en parler parce que c'est quasiment finalisé. C'est un partenariat avec Sedge en Espagne. Donc pour nous, pour attaquer le marché, c'est autre chose, on va dire, que d'arriver d'être inconnu. Ouais. Là, ça nous donne tout de suite beaucoup de crédibilité auprès des experts comptables pour pouvoir commencer sur les chapeaux de roue le marché espagnol. Top. Alors vous avez comme investisseur, tu l'as pas mentionné, mais Valar Ventures, qui est le fonds de Peter Thiel, c'est ça ? Tout à fait. Comment est-ce que vous les avez convaincus ? Parce que je te disais, en fait, les VC, ils aiment bien des choses vraiment pas. Enfin, ils aiment bien quand c'est extrêmement précis et quand tu attaques vraiment un pain point bien particulier. Oui, c'est sûr. Donc, comment est-ce que tu as réussi vous avez réussi à les convaincre ? C'est sûr que
au début, quand on échangeait avec les différents fonds, ils nous regardaient, ils nous disaient mais c'est pas un MVP, ce que vous proposez, c'est un produit complet en fait. Et nous on disait non mais il faut commencer par tout ça parce que c'est obligé, sinon la valeur elle sera pas perçue. Déjà, il n'y a pas que Valar Venture à notre capital. Il y a 2 principaux fonds. Il y a 360 qui nous a quand même accompagnés et qui a cru en nous dès le début pour le seed. D'accord. Et ensuite, il y a Valar qui est rentré sur la série A. Et je dirais que ce qui s'est passé avec Valar, c'est une histoire assez incroyable parce qu'en fait, ça s'est joué en 2 semaines de temps et ça a été très très rapide. C'est que je pense qu'ils avaient la vision go-to-market exactement similaire à la nôtre. En fait, ils ont relativement peu challengé parce que je pense que pour eux, dans leur réflexion interne, ils se sont dit que c'était comme ça qu'il fallait attaquer le marché et ils étaient assez alignés avec ce qu'on proposait. Et donc, du coup, si tu veux, ça a matché direct sur cet aspect-là. Et ils ont relativement peu challengé. Après, ce qu'ils ont énormément challengé, c'est plutôt l'équipe de founders. Et c'est vrai que jusqu'ici, j'entendais beaucoup de fonds qui disaient oui, nous, on n'investit pas sur un produit, on investit sur une équipe, etc. Et je trouvais le discours un peu galvaudé, pour être tout à fait honnête, parce qu'à la fin, voilà. Et là, c'était l'illustration parfaite de on investit sur une équipe. Et alors, ils vous ont quoi ? Qu'ils vous ont fait faire des tests, non, tests en fait, de personnalité ? Même pas. On a eu un entretien, je pense que ça a duré pendant 1h30, voire 2 heures peut-être, où en gros, c'était montrez-nous ce que vous avez dans le bid, quoi. Montrez-nous qui vous êtes. Et puis, c'était des questions très frontales. Hein. C'était mais attends, toi, tu sors de KPMG, c'est quand même hyper mainstream. Tu crois vraiment que tu vas disrupter quelque chose Enfin, des questions un peu comme ça, un petit peu punchy. Ouais. Et donc voilà, on a eu un échange assez musclé, assez intense. Et à la fin, on est parti. Nous, c'était avec le décalage horaire. On s'est couché, puis le lendemain matin, on avait une term sheet dans notre c'est efficace, ça. Boîte mail. Ouais. Vous avez Exactement. su convaincre. Mais c'était ça. Mais donc, je pense qu'en fait, nous, notre pitch, c'est de dire, en fait, le CFO, il n'a pas besoin de 15 outils. Et surtout, aujourd'hui, en plus, il y a une espèce de segmentation qui est faite entre tout l'aspect bancaire et tout l'aspect gestion financière. Et pour nous, ça n'a pas de sens. À la fin, tous les outils vont converger vers un seul outil pour le CFO qui sera la gestion financière et la banque au même endroit. Il n'y aura plus de frontières. Et je pense qu'ils adhéraient assez bien à cette vision. Et d'ailleurs, même si nous, c'est la vision qu'on vend depuis 3 ans au fonds d'investissement, on se rend compte même que d'autres acteurs sur le marché qui sont partis d'un autre pain point sont aussi en train de converger dans cette direction. Donc on pense vraiment que ça a du sens. Et voilà. Donc écoute, c'était une aventure un peu particulière avec Valar, mais depuis, ça se passe très bien. Voilà, c'est leur mode de fonctionnement. Super. Alors, tu as parlé de la vision. J'aimerais juste qu'on creuse un petit peu cette vision, parce que donc, là, on est sur l'aspect, on va dire, opérationnel, tools du CFO. On n'a pas trop parlé de l'aspect financement. Est-ce que dans votre vision aussi, il y a cette envie d'aller vers le financement aussi des entreprises ? Bien sûr. Bien évidemment. Étonnant comme réponse. Si je disais non, je serais un peu inquiète quand même. Non, bien sûr, c'est un point qu'on aborde avec les VC d'ailleurs depuis Day One. J'espère. Parce que clairement, en fait, dans la valeur que nous, dans notre source de financement, en fait, de revenus à nous, il y a bien évidemment l'abonnement que nos clients payent pour accéder aux services, mais il y a également toute cette stack bancaire derrière qui nous permet d'avoir d'autres sources de financement avec les cartes, etc. Et bien évidemment les services financiers éventuellement qu'on pourrait venir rajouter. Et aujourd'hui, il y a des acteurs très traditionnels, comme une banque, qui a pignon sur rue, qui va gérer tous les flux bancaires, mais qui va également apporter une certaine offre de financement avec des prêts, et même qui commence un peu à se diversifier avec des prêts un peu plus innovants. Mais comme je le disais, vu que nous, notre objectif, c'est de tout regrouper à un seul endroit, cette offre de financement, elle a du sens et elle va complètement dans l'offre de service qu'on veut proposer. Aujourd'hui, en plus, cette offre de service, elle est beaucoup plus accessible parce qu'il y a plein d'acteurs qui se lancent en embedded finance et qui offrent des services payés en 3 fois, enfin acheter maintenant, payer en 3 fois, ou alors tout ce qui est revenue-based financing avec des acteurs comme Silver qui se lancent sur le marché. Et donc, nous, effectivement, on veut l'ajouter à ça va être une corde supplémentaire à notre arc. Ouais. Je pense que ce sera plutôt des sujets 2024. D'accord. Alors, j'aimerais juste qu'on revienne sur le go-to-market et les cibles, parce que tu disais que vous aviez le côté comptable et côté CFO. Comment est-ce que vous approchez ces clients et quels sont vos modes de distribution ? Alors ça, c'est un point qui est très important. C'est que quand on a commencé,
on a commencé en direct. Donc, on a été voir des entreprises et on leur a proposé l'outil. Et puis, à un moment, on s'est dit, maintenant, il faut qu'on aille sur les experts comptables parce que c'est plus facile d'aller sur une entreprise. En fait, il y a plein d'entreprises qui sont plutôt early adopters, qui sont assez enclines à tester des nouveaux outils et tout, et puis notamment dans l'écosystème startup. Mais par contre, quand tu vas voir un expert comptable, c'est pas tout à fait la même danse. Ils sont pas toujours enclins à tester des nouveaux outils. C'est quand même une population qui peut être un peu plus conservatrice. Et donc, on a testé dans un deuxième temps cette distribution que nous, on qualifie d'indirecte. C'est-à-dire qu'on va voir un expert comptable, on dit on peut aider tes clients, et lui, il va déployer auprès de ses clients l'outil. Cette distribution indirecte qu'on a démarré un peu plus tardivement dans un second temps, elle a quelque chose d'assez puissant parce que pour nous, en termes de coût d'acquisition, on n'est certes pas sur les mêmes paniers moyens puisqu'on est sur des plus petites entreprises, mais malgré tout, il y a une puissance de feu derrière qui est beaucoup plus palpable que sur la partie entreprise. Donc sur la partie entreprise, on est sur un mode démonstration d'un commercial avec signature d'un contrat et puis go, déploiement. Sur un expert comptable, il a fallu beaucoup réfléchir sur cette stratégie de déploiement. Comment faire pour que le cabinet essaye l'outil et ensuite passe à une phase de déploiement, parce qu'on pouvait avoir des cabinets qui allaient essayer sur 10 dossiers, puis un an plus tard, tu es toujours avec 10 dossiers et ça te fait une belle jambe. Et donc du coup, là-dessus, on a mis en place toute une stratégie de déploiement avec des intégrations très avancées sur les outils qui nous permettent vraiment de faciliter tout l'aspect paramétrage de l'outil, parce que comme c'est un outil qui est quand même financier, c'est un outil qui n'est pas toujours simple à paramétrer en clic et ensuite... Donc c'est Cégide, Sage, etc. Ces outils-là. Ouais, exactement. On a un partenariat assez poussé avec Sage qui distribue la solution. On a un partenariat également avec Cégide qui nous a du coup ouvert toutes ces API et avec qui on commence à travailler. C'est tout jeune, mais voilà, avec qui on a bon espoir également d'arriver à un partenariat aussi assez puissant. Et donc du coup, c'est via ces marques aussi on arrive à crédibiliser notre approche, puisque ces marques trouvent notre approche pertinente et ont envie de l'apporter à leurs clients. Et donc ces marques-là, notamment Sage, distribuent aussi auprès de ses clients. Donc on fait de l'indirect indirect. Et donc, pour nous, en fait, en termes de croissance, c'est ultra bénéfique dans notre pattern d'évolution. D'accord. Alors, il y a un point que tu n'as pas mentionné, c'est le fait que vous ne faites pas de production comptable. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix dès le départ de ne pas faire de production comptable ? C'est vrai. Alors, si on est DAF et qu'on veut prendre Regat, on n'aura pas qu'un seul outil, on en aura deux. Parce qu'il y aura toujours le logiciel de production comptable, en effet. Pourquoi on a fait ce choix de ne pas le faire ? Aujourd'hui, l'outil comptable est un outil qui est très localisé. On le voit sur des grosses sociétés, pourtant qui ont les moyens. Par exemple, Sage, ils n'ont pas un outil qui est disponible dans tous les pays européens ou même en Amérique et tout. Ils n'ont pas un outil unique qui distribue. Ils ont plein d'outils qu'ils ont rachetés, des outils locaux à chaque fois qui s'adaptent à toute la réglementation fiscale locale. En fait, l'outil comptable, il embarque toute une complexité quand même. Il doit gérer tous les use cases, et en France, on en a quand même une palanquée, tous les use cases fiscaux. Et c'est très consommateur de ressources d'avoir un outil qui permette de gérer tout ça. Et c'est a fortiori vrai sur les experts comptables qui ont des typologies de clients très différents. Et donc du coup, nous on s'est dit, on va pas partir là-dessus. Il y a des outils qui le font, ils le font très bien, ils le font depuis des années. C'est des outils dans lesquels les DAF et les experts comptables ont confiance. Qui ont déjà fait leurs preuves, et ils ne sont pas forcément hyper enclins à en changer, à reformer tout un cabinet, etc. Donc on s'est dit, nous, on va venir se brancher sur ces outils-là, et puis on va venir apporter toutes les fonctionnalités d'automatisation et de collaboration dont le marché a besoin aujourd'hui. Et du coup, je pense que ça a du sens, parce que déjà, pour la mise en œuvre, c'est plus simple, il n'y a pas besoin de faire de la migration. Pour la prise en main également, et l'adoption de l'outil se fait très rapidement. Donc voilà, nous on a fait ce choix-là, et aussi on s'est dit dès le début qu'on voulait être une société européenne. Il était clairement impossible pour nous, compte tenu des moyens réduits qu'on avait, qui peuvent paraître énormes pour certaines sociétés, mais malgré tout, pour créer un outil comme ça, à partir de rien, il faut beaucoup de ressources. Il était impensable pour nous de devoir redévelopper cet outil comptable pour chacun des pays où on allait se commercialiser après. Donc voilà. D'accord. Merci d'avoir clarifié. Alors, on parlait de l'Espagne, parce que vous avez décidé d'aller en Espagne. Comment est-ce que vous approchez un marché comme ça, et pourquoi vous avez choisi l'Espagne ? Est-ce que c'est suite à des tests que vous avez faits sur
sur ce marché-là, ou est-ce que c'est, je sais pas, tout simplement une rencontre particulière qui vous a amené à vous développer plus en Espagne qu'en Italie, par exemple? Écoute, j'ai fait espagnol au lycée et j'avais envie de m'y remettre. Voilà. J'adore Barcelone. C'était très sympa et j'en reviens. Je viens de passer 2 jours à Barcelone à parler avec des experts comptables, justement. Non, on a choisi l'Espagne pour plusieurs raisons. C'est un pays qui, d'un point de vue commercial, ressemble quand même assez à ce que nous, on fait en France. Ouais. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'Allemagne. C'est très dur de percer en Ça, Allemagne. c'est clair, ouais. Il y en a plusieurs qui s'y sont frottés et qui y sont passés. Non, l'Espagne, ils sont à peu près au même tournant que nous. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui ont des besoins comptables et finalement, c'est des outils très traditionnels qui sont sur le marché. Il y a relativement peu d'acteurs qui se sont lancés sur l'automatisation, etc. Et donc, du coup, il y a de la place. Et puis après, on n'en a pas parlé, mais sur la France, il y a cette évolution, qui est impulsée au niveau européen d'ailleurs, cette évolution réglementaire sur la facturation électronique. Ouais. Qui fait que beaucoup d'acteurs se penchent sur le sujet de comment je m'équipe, comment je fais en sorte d'être compliant, etc. Qui pour nous est une manne énorme en France parce que ça veut dire que tout le marché s'intéresse maintenant sur quel outil je vais mettre en place. Donc, en termes de time to market, c'est gigantesque. Et en Espagne, c'est la même chose, avec 6 mois, 1 an de retard par rapport à la France. Ouais. Mais ils sont également en train de lancer cette réforme. Et donc, pareil, toutes les sociétés sont en train de s'intéresser à comment je m'équipe, comment je fais en sorte d'avoir le bon outil qui m'accompagne, etc. Donc pareil, il y a un time to market qui est énorme pour nous. Puis après, c'est un outil sur la comptabilité. Et la comptabilité espagnole, même s'il y a quelques différences, ressemble beaucoup à la comptabilité française. Top. Est-ce que dans la vision, vous avez l'envie, je ne sais pas, je n'avais pas préparé cette question, mais elle est arrivée bim bam comme ça dans ma tête, d'ouvrir finalement votre solution, de permettre à des personnes qui sont très attachées à une solution, je ne sais pas, de spend management, d'expense management, de plugger cette solution à votre outil? Alors, c'est des questions qu'on nous a déjà posées. C'est pas dans notre stratégie à la marge. Je dirais que si, par exemple, une société a un ERP un peu maison qu'elle a développé sur des problématiques business assez complexes, qui collent vraiment à leurs besoins, et qu'elle a besoin quand même d'un autre outil qui lui permet de gérer tous les flux, etc., ça nous arrive parfois de proposer des intégrations. Notamment, en plus, là, on est en train de mettre en place, ça va être publié cet été, une API publique pour que les gens puissent aller se brancher et faire leur petite bidouille interne. Ouais. Mais après, c'est pas vraiment dans l'esprit. Si c'est un besoin simple, nous, on recommande juste de prendre cet outil-là et de l'appliquer à ses process. S'il y a une spécificité métier très forte avec un ERP, pourquoi pas? Bon, Laura, c'était hyper intéressant. J'excuse quand même le bruit, le fond sonore que l'audience a entendu, parce qu'on a mis sur pause un petit temps, parce qu'il y avait une dame qui passait l'aspirateur. C'est comme à la maison, c'est bien. Voilà, on est entre nous. Laura, vos prochaines étapes, c'est quoi? Parce que donc, tu nous as déjà dit, tu nous as parlé de l'Espagne, tu nous as parlé d'une levée, mais qui était déjà il y a un petit temps. Donc, vos prochaines, là où on vous retrouve en 2023, c'est quoi? Alors, en 2023, donc je ne sais pas si ce sera 2023 ou 2024. Là, on target quand même l'Allemagne, même si c'est pas un marché facile. Ouais. Mais on l'a déjà fait. On connaît bien. Okay. On s'est déjà frotté chez Mailjet. Et d'ailleurs, c'est devenu un de nos plus gros contributeurs en termes de croissance, en plus de la France chez Mailjet. Donc, on a bon espoir d'y arriver. Et puis après, nous, on a des enjeux produits qui sont forts. Je pense qu'on a construit un périmètre fonctionnel qui a beaucoup de sens pour l'expert comptable et pour le DAF, sur lequel on a toujours envie de faire mieux parce qu'on est très drivé par le produit. Enfin, ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est très vrai parce que je suis une CFO non, mais c'est une réalité. C'est une réalité en tout cas. Et donc, du coup, on a toujours envie de faire mieux, rajouter la petite fonctionnalité qui va bien, qui fait que c'est le game changer. Voilà. Tu galérais sur ton cut-off tous les mois. Voilà, moi, j'ai ton outil qui va te permettre de faire ton cut-off et tu vas voir, ça va te changer ta vie, etc., etc. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis après, bien évidemment, préparation d'une série B. Okay. On verra exactement le timing, mais voilà, d'ici une petite année, ça sera, voire peut-être avant. Formidable, génial. Voilà, exactement. Bon, Laura, on conclut sur une recommandation de livre ou de podcast. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors, j'avoue que je suis pas forcément toujours la plus... J'ai pas beaucoup de temps, donc je passe pas toujours beaucoup de temps à faire tout ça. Mais moi, il y a un podcast que j'adore, mais qui est pas du tout un podcast professionnel. Ça s'appelle Les couilles sur la table. Ah, il est top. Ouais, c'est un podcast... alors,
qu'on dit féminisme, honnêtement, moi je recommande de l'écouter, même pour des hommes, voilà, avec des sujets super sympas. Et voilà, Victoire Toignon, elle est brillante. Et moi, je trouve toujours que c'est hyper intéressant, les prismes qu'elle aborde, et les invités sont passionnants. Donc voilà. Tu vois, c'est un homme qui me l'a recommandé. C'est pas vrai? Ouais, si, c'est Mathieu Stéphanie. Ah, bah c'est quelqu'un de bien. Voilà. Mathieu, salut si tu nous écoutes. Allez, merci beaucoup Laura, c'était merci à top. toi, génial. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.